Hello Pierre, comment tu vas? Ça va et toi, Steve? Ça va super, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comme on le disait en off, je suis super content de t'avoir. C'est un des épisodes enfin, que j'attendais le plus et donc je suis super content. Écoute, merci, merci. Je suis hyper content d'être ici aussi. Top, top, top. Tu peux te présenter rapidement s'il te plaît et ce que tu fais. Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Pierre. Je suis le dirigeant de Mailsort. C'est une entreprise. On est basé à Lyon. On est environ une quinzaine de personnes. On est spécialisé dans la délivrabilité des emails. Donc, on va dire que notre travail, c'est de mettre en place les bonnes pratiques pour que les emails des marques arrivent en boîte mail principale de façon fiable. Tout notre business, c'est comment arriver à faire que, on va dire que les efforts marketing des marques soient payants et que les gens voient les beaux emails. Ok, ok. Donc toi c'est vraiment tout ce qui est partie tech, pas forcément la partie rédaction et création, mais le back-end on va dire de l'email. Ouais, on est vraiment sur la partie création d'une infrastructure technique qui soit correcte, mise en place des bonnes pratiques en termes de comportement, et mise en place des bonnes pratiques en termes de contenu aussi, mais vraiment sur un but de délivrabilité. On n'est pas du tout sur le côté marketing. Entre guillemets, grossièrement, une fois que l'email arrive en boîte mail principale, nous, c'est plus trop notre travail de voir ce qui se passe après. Simplement, oui, on va être vraiment, vraiment sur la partie en amont, comment faire arriver cet email correctement chez vous. Ok, trop cool, super intéressant. Du coup, ouais, j'ai remarqué qu'il y a un paquet de boîtes e-commerce qui envoient des emails, ce qui est bien, hein. Mais la plupart d'entre elles atterrissent dans l'onglet promotion. Et forcément, c'est pas l'endroit enfin, qu'on consulte le plus. Et du coup, ces emails, comme je me suis marqué en notes, ils prennent un peu la poussière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne la boîte promotion rapidement, enfin, je veux dire, facilement pour que ce soit compréhensible par tous? Oui, bien sûr. Alors, bon, déjà, il faut savoir que le fonctionnement de la boîte promotion, de manière grossière, personne ne la connaît. Même avec Ok, ouais, Gmail, ils ne le ouais. savent pas exactement. On sait que c'est environ 700 à 750 facteurs qui sont pris en compte par un algorithme quand ils font la décision, est-ce que votre email va arriver en boîte mail principale? Est-ce que votre email va arriver dans les tabs? Parce qu'il n'y a pas que la promotion, il y a aussi social tabs qui peut arriver pour tout ce qui est réseaux sociaux. Et Gmail a récemment donné en fait la possibilité aux gens de créer même d'autres tabs avec d'autres règles de filtrage. Mais effectivement, la boîte promotion, on a beaucoup de clients qui arrivent avec des emails qui sont pas tellement des promotions, mais qui arrivent quand même dans cette boîte-là, dû à plusieurs facteurs qu'on ait pu arriver à identifier. Alors, on va dire que le facteur numéro un pour lequel votre email peut arriver en promotion, ben, c'est son contenu. D'accord? Donc, ça va être un contenu qui va être très chargé en images, avec énormément de liens, des liens qui vont peut-être rediriger vers des sites qui sont identifiés comme des sites marchands. Vous allez avoir aussi peut-être du keywording. Par exemple, vous parlez beaucoup d'offres, vous parlez beaucoup de promotions. Ça va être déjà un facteur assez important qui peut conduire votre email à arriver en promotion. Si tu mets plein de signes euros dans tes emails, tu mets promotion, enfin, qu'il y a vraiment des buzzwords, finalement, tu passes pas le filtre du spam, quoi. Alors, si tu passes le filtre du spam, simplement tu arrives en promotion. C'est-à-dire que la boîte promotion est quand même considérée comme une boîte mail principale. Alors, Ok. on ne dit pas que vous arrivez en spam si vous arrivez en promotion. Il y a quand même une énorme différence entre arriver en promotion et arriver en spam, hein. Vous arrivez en spam, vous pouvez espérer à peu près 5% d'ouverture. Vous arrivez en promotion, bon voilà, il y a quand même des bons emails qui arrivent à avoir 25-30% d'ouverture en promotion. Mais c'est vrai que vous allez avoir un petit peu moins d'ouverture que si vous arrivez en boîte mail principale. Certaines personnes ne regardent pas du tout leur boîte mail promotion. Donc, c'est pas exactement le même filtrage que celui de la boîte mail spam. C'est plutôt une catégorisation de l'email qu'ils font une fois qu'il arrive en boîte mail principale. Ok. Voilà, donc comme je disais, le contenu, c'est très important. Le comportement des utilisateurs aussi est très important. Nous, ce qu'on va mettre en place chez des clients sur lesquels on va vouloir passer de promotion à boîte mail principale, c'est une combinaison de plusieurs choses. Donc déjà, on va travailler sur leur contenu. On va pré-tester leur contenu sur des seed lists qui vont avoir des emails Gmail en ayant les tabs, on va dire, mises en place. Donc, on peut voir exactement où est-ce que leur email arrive. On va faire beaucoup de tests avant les envois pour faire attention à ce qu'on puisse identifier quelle partie de l'email cause le placement en promotion. Et ensuite, essayer
entre guillemets, raffiner l'email en fonction de ces blocs et de voir quel est le mot, quel est le lien, quelle est l'image. En général, c'est plusieurs choses qui contribuent au placement en promotion. La deuxième chose qu'on va mettre en place, c'est on va inciter les utilisateurs et les contacts à placer cet email en boîte mail principale. Gmail, c'est quand même un filtre spam qui est un des plus avancés et qui se base beaucoup sur le comportement des contacts. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi avoir on va dire des singularités, du genre vous arrivez en boîte mail principale de partout, mais un de vos utilisateurs, vous pouvez arriver en promotion s'il a mis votre email en promotion régulièrement. Donc, on va inciter les utilisateurs, par exemple dans une séquence d'onboarding, en leur disant, bah voilà, si vous recevez, on peut mettre simplement un bandeau, hein, si vous recevez cet email en spam ou en promotion, merci de nous mettre en boîte mail principale, comme ça vous recevez nos notifications de façon correcte. Pas tout le monde le fera, mais le petit pourcentage qui le fera, c'est quand même un signe important pour le filtre spam que votre contenu doit être en promotion. La dernière, on va dire, le dernier facteur qui est actionnable du côté envoyeur d'email, ça va être l'IP que vous utilisez. La qualité de l'IP. On peut parler de différents types d'IP, hein, les IP dédiés, donc vous êtes le seul à envoyer à travers ça, les IP partagés où vous allez être en fait dans une sorte de piscine avec plusieurs envoyeurs. Sur une IP dédiée, c'est plus facile d'arriver dans une boîte promotion que sur une IP partagée parce que vous allez être aussi tributaire du comportement et du type d'envoi que les autres vont faire à travers votre pool d'IP. Donc, il y a un travail sur la qualité de votre IP. Si vous utilisez une IP partagée, utilisez un service qui propose de très bonnes IP partagées. Et si vous utilisez une IP dédiée, eh ben, faites en sorte que le filtre spam apprenne sur le long terme que voilà, vos utilisateurs veulent votre email en boîte mail principale, que votre contenu va vous pousser aussi à être en boîte mail principale. Donc voilà en fait les facteurs principaux. Okay. Tout ça en essayant de rester assez simple quand même. La métaphore de la piscine en fait, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus et comment justement avoir un IP non partagé et avoir le sien en fait pour pas être dépendant un petit peu de ce que les autres font finalement? Alors, bon, déjà, ce que c'est qu'une IP, c'est en fait un protocole qui va vous permettre d'avoir une existence sur Internet. Donc, votre site Internet a une IP. Les serveurs de mail qui vont se charger de faire l'envoi de mail ont aussi une IP. Donc, voilà, ça c'est, on va dire, leur plaque d'immatriculation. Vous pouvez avoir deux types, voilà, une adresse IP, mais enfin, pour faire une métaphore un peu plus simple, c'est la plaque d'immatriculation du serveur qui va faire l'envoi. Vous pouvez avoir des IP dédiés, donc des IP qui vont être simplement assignés à une seule personne, et des IP qui vont être partagés, qui vont être assignés à plusieurs personnes. L'intérêt, alors, on peut arriver, en général, quand on est un petit envoyeur, donc un petit envoyeur, c'est quelqu'un qui va envoyer moins de 300 000 emails par mois, vous allez avoir plus de bénéfices à être sur une IP partagée, parce que ça va vous permettre en fait de pouvoir bénéficier de la réputation des autres et ça va vous permettre de ne pas avoir de maintenir de régularité tous les jours sur vos envois. Les critères de passage d'une IP partagée à une IP dédiée, c'est premièrement, est-ce que vous avez assez de volume pour chauffer votre IP, c'est-à-dire pour être visible sur les filtres spam. Si vous envoyez 10 000 emails par mois avec une IP partagée, c'est comme si vous n'existez pas chez les filtres spam. Et donc, si vous n'existez pas, vous n'avez pas de confiance. Donc, en général, vous allez arriver en spam ou peut-être en promotion, mais plus certainement en spam. Donc, les critères de passage, ça va être le volume. Est-ce que vous avez assez de volume? Et deuxièmement, est-ce que vous avez une certaine régularité? Parce que les filtres spam, c'est des algorithmes de ce qu'on appelle machine learning. Bon, je pense que ça, tout le monde est à peu près au courant de ce que ça veut dire, l'apprentissage des machines. Mais c'est-à-dire qu'ils aiment les choses qu'ils peuvent prévoir. Si votre volume passe de 1000 emails à 100 000 emails, à 30 000, c'est très difficile pour eux de dire, Pierre de Mailsort, il envoie tant d'emails, demain on peut supposer qu'il va envoyer tant d'emails. Donc si vous n'avez pas de régularité, vous voulez être sur une IP partagée. Parce que le fait que vous soyez dans cette piscine ou pool en anglais, avec beaucoup d'autres envoyeurs, va vous permettre d'avoir quand même un volume tous ensemble qui est plus stable.
Voilà, sachant que des IP partagés, vous pouvez avoir entre 500 personnes et 3-4 000 personnes sur une seule IP partagée en fonction des services d'envoi. Voilà la différence. Ok, Et pour une marque qui envoie plus de 300-400 000 emails par mois et qui a une certaine régularité, c'est vrai qu'avoir une IP dédiée et mettre en place les bonnes pratiques, ce sera toujours plus intéressant parce que vous êtes le seul en fait dessus, donc les filtres spam peuvent voir vos efforts assez facilement et vous serez récompensé entre guillemets par un meilleur inbox. Ouais. Et du coup, comment tu fais pour passer sur un IP dédié plutôt que sur un IP partagé? Alors, il faut en général contacter le service d'envoi que vous utilisez, qui vous Ouais. donne des IP. Je dis en gros, tu utilises Klaviyo, faut écrire à Klaviyo et leur dire est-ce que je peux passer sur un IP seul plutôt que partagé, quoi. Exactement, Ok. exactement. En fait, Klaviyo utilise l'infrastructure SendGrid pour envoyer leurs emails. Donc, vous devez contacter en général le service client Klaviyo. Vous allez avoir un prix par an en plus pour payer l'IP dédié. Ouais. Je ne peux pas te dire exactement ce que c'est, je ne me rappelle pas comme ça, mais c'est quelques centaines d'euros. Et Klaviyo va vous donner une IP dédiée. Alors, bon, ça c'est comment acquérir une IP. Ensuite, comment faire la transition d'une IP partagée à une IP dédiée. On pourrait avoir une discussion juste pour ça, mais on va dire qu'il va falloir suivre un planning de préchauffe, puisque votre IP, elle, n'a pas de réputation avec votre domaine. Donc, vous êtes nouveau dans la cour, entre guillemets. Donc, il va falloir que vous fassiez vos preuves doucement. Et donc, on va vouloir envoyer des petits volumes à votre cohorte les plus engagés au début pour générer les meilleurs stats possibles et avoir une montée en puissance des volumes sur cette IP dédiée. Pour faire ça. Ouais. Non, là, c'est un petit peu ce qu'on voit, c'est un peu la délivrabilité pour les nuls, en fait. Tu vois, vraiment expliquer le plus simplement possible. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le plus simplement possible et que ce soit compréhensible par tous, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez technique et il faut vraiment être à la pointe pour comprendre, quoi. Ouais, ça peut devenir assez complexe en fonction des volumes Et d'envoi, du coup, effectivement. la deuxième chose que tu as dit tout à l'heure, c'est, tu vois, tu testes bloc par bloc, en fait, les emails de tes clients pour savoir à quel endroit, en fait, ça ne fonctionne pas par rapport au filtre. Donc, comment tu t'y prends? C'est quoi ton process de test? Alors, on va travailler avec, comme je t'ai dit, des seed lists, donc des listes d'emails qui vont être de Gmail, d'autres providers aussi, mais bon, dans ce cas-là du passage en promotion, on est vraiment sur Gmail, quoi. Il n'y a pas d'autre boîte mail qui fait ça, à part une boîte allemande, mais bon, qui est assez petite. Donc, on va envoyer, en fait, on va prendre votre email, on va le casser en plusieurs blocs, pas introduction, produit numéro 1, produit numéro 2. Une fois qu'on est arrivé à mettre l'email en plusieurs morceaux, on va tester le placement de chacun de ces morceaux sur la seed list. Et donc on va enregistrer, par exemple le bloc numéro 1 lui arrive pas envoyé tout seul, le bloc numéro 2 envoyé tout seul arrive en promotion, voilà. Et donc on fait un tableau avec tous les blocs et le placement. Une fois qu'on a identifié les blocs qui étaient problématiques, et encore une fois, on refait le même travail de découpe, mais à l'intérieur du bloc. C'est-à-dire que on va dire, par exemple, on va enlever la photo de ce bloc. On va voir comment est-ce que ça fait. On va enlever l'URL que vous aviez mis. On va voir au niveau des mots. Donc ça peut devenir un travail assez fou, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on fait avec nos clients qui veulent passer de promotion à boîte mail principale. La dernière chose que je voudrais dire à ce propos, c'est que il faut éviter d'appliquer une logique humaine au passage en promotion. C'est pas parce que... Alors oui, il y a certains mots qui vont être plus promotionnels que d'autres, mais pour donner un exemple, on a un client aux États-Unis qui livre des colis et qui du coup envoie des notifications pour vous dire que le colis est arrivé dans votre ville, qui va être livré à cette heure-ci et tout ça. En fonction de la ville, puisque c'est un champ en fait custom, la ville de l'email, le template lui est identique, simplement en fonction de l'envoi, ils mettent la ville, quoi. En fonction de la ville dans laquelle le colis est livré, certains emails passent en promotion, d'autres passent en boîte mail principale. Par exemple, Houston, Texas arrive en promotion, mais une petite ville dans le Delaware va arriver en boîte mail principale. C'est qu'un exemple, mais donc il faut éviter de penser entre guillemets de manière humaine, du genre
ah, peut-être que ce mot-là, et puis tester là. Non, non, simplement, il faut bêtement tester bloc par bloc et ensuite réduire au champ de par le test qui vous semble être le plus promotionnel. Ok. Donc vraiment, tu testes, tu itères et tu avances petit à petit comme ça, quoi. C'est ça. Donc c'est un C'est travail ça. ouais, qui est super long, Exactement. j'imagine. Tu dois passer enfin, beaucoup de temps sur chaque email. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi un processus d'apprentissage. Clairement, les premiers emails pour les clients, on peut passer 6 heures à 8 heures parfois si l'email est long. Après, ça dépend bien sûr aussi de la longueur de l'email, hein. Après, ce qu'on voit, c'est que plus vos emails passent en boîte mail principale, plus vous avez de chances que le prochain email aussi passe en boîte mail principale. C'est vraiment la dimension de machine learning, c'est-à-dire que voilà, vous devez faire des efforts pendant quelques mois. Et ensuite, en général, ben, vous aurez appris au filtre spam que vos emails doivent arriver en boîte mail principale. Et sauf comportement différent des utilisateurs, ils resteront en boîte mail principale. Ok, putain, super intéressant. Super intéressant. Et du coup, imaginons que j'arrive en promotion. Qu'est-ce que je dois faire justement pour en sortir une fois que je suis vraiment dedans, quoi. Tu vois, ce process de Travailler vraiment sur en le... sortir. Ben, je pense qu'il y a un processus d'itération, comme on a décrit, à faire sur le contenu. Je pense que déjà mettre un petit bandeau, ça, juste au-dessus de l'email pour demander aux contacts et aux nouveaux contacts spécifiquement de mettre votre email en boîte mail principale, ça paye, enfin, ça vous demande pas grand-chose et ça peut rapporter gros sur le long terme. Ensuite, effectivement, travailler à analyser un petit peu l'IP qu'on a, voir si vous êtes sur une IP partagée, essayer de voir un petit peu qui est-ce qui partage votre IP, quel type de business est-ce que c'est? Est-ce que c'est des business qui sont, est-ce que c'est des casinos en ligne, des trucs comme ça, ou est-ce que c'est plutôt des gros logiciels qui vont avoir une bonne réputation? Essayez du coup de voir avec votre provider si vous pouvez passer sur des IP de meilleure qualité, si l'IP n'est pas de bonne qualité. Après, voilà, il y a une dimension aussi un peu au cas par cas. Ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour passer de promotion à boîte mail? Ok, ok. Et t'as des outils un petit peu pour qu'on puisse contrôler ça? Moi, perso, je connais Mail Tester, Mail Genius, Google Postmaster. Alors, Mail Tester, ça va tester en fait les authentifications de l'email Ouais. qui n'ont pas tellement de rapport avec le passage en promotion. Ok. Mail Genius, c'est à peu près pareil. Ils vont en fait regarder le header de l'email et vous donner des informations à ce propos. Google Postmaster, c'est vraiment des informations plutôt sur le passage en spam et sur vos réputations de domaine, d'IP. Vous pouvez voir le taux de spam que vos utilisateurs reportent à Google en pourcentage. Ok. Donc, c'est pas tellement, encore une fois, axé sur le passage en promotion. Nous, on va plutôt utiliser des seed lists dans ce cas-là. On peut mentionner par exemple Glock App, Glock Ah oui, App. j'ai entendu parler de ça. Ouais. Glock App ou Glock App. Voilà. Voilà, c'est une liste d'environ 80 emails de providers différents. Donc il y a des Gmail, il y a des Yahoo, des Outlook, des Orange, La Poste, Comcast, que vous voulez. Et vous pouvez envoyer des tests sur ces seed lists et ça vous permet d'avoir un bon panorama de où est-ce que vous arrivez en boîte mail principale, où est-ce que vous arrivez en promotion et où est-ce que vous arrivez en spam. Donc voilà, c'est un outil qui est pas très très cher, on va dire. Dans la catégorie des tests de seed list, c'est un des moins chers. Voilà, il y en a d'autres, mais c'est celui que nous on va recommander à nos clients, comment dire, en entrée de gamme. Nous personnellement, comme agence de délivrabilité, on va avoir des seed lists qui vont être un petit peu customisés, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui allons créer nos emails de seed list. Parce que comme ça, on contrôle le comportement de chacun des emails de la seed list. Donc, mais on utilise aussi parfois des Glock App, Everest, Mail Monitor. Voilà, ça nous arrive aussi. Ok, ok. Donc ouais, tu dis que tous les sites que je t'ai cités, c'est pas vraiment pour sortir de l'onglet promotion, c'est plus pour tester un petit peu toutes tes authentifications pour voir où t'en es en fait. Ouais, ça a plutôt un rapport entre le placement en spam, Ouais. qui est quand même, on va dire, le fer de lance en délivrabilité. Ouais. Le placement en promotion, ça reste quelque chose d'un tout petit peu énigmatique. Ça reste quelque chose qui... Voilà, c'est un outil que Gmail a mis en place qui n'est pas si horrible que ça. Il peut y avoir certains bénéfices à arriver en promotion, hein. Par exemple, vous pouvez utiliser ce que Gmail a mis en place récemment, ça s'appelle les annotations.
C'est simplement un petit code que vous pouvez mettre dans votre email qui vous permet d'afficher, je ne sais pas si tu as déjà vu ça par hasard dans ta boîte mail, mais parfois tu as des marques qui arrivent avec un logo carré un peu plus gros et qui du coup te permettent d'être un peu mieux vu quoi, dans cette boîte mail promotionnelle. Donc voilà, certaines marques, nous on a l'inverse aussi, on a des marques qui arrivent en boîte mail principale pour certains de leurs emails et qui nous disent mais comment est-ce qu'on peut arriver en boîte mail promotion pour justement déclencher ce code d'annotation et pour pouvoir avoir une image qui soit plus grosse que les autres. Ouais. Ok, putain, intéressant. Comme quoi, tu vois, des fois, il y en a qui veulent en sortir, il y en a qui veulent y rentrer. Incroyable. Ouais, tu vas aussi avoir des problématiques de taux de report en spam. Si ton contenu est vraiment promotionnel, on peut, entre guillemets, artificiellement te faire sortir de ça pendant quelques semaines, mais tu y rentreras au final. Et puis, ça peut ennuyer les gens aussi de recevoir du contenu promotionnel en boîte mail principale. Donc, si ça se trouve, tu vas faire des efforts pour passer de promotion à boîte mail principale pour avoir un taux de report en spam qui s'enflamme. Et du coup, tu vas au final finir en spam parce que les gens sont pas contents de recevoir ça dans la boîte mail principale. Donc, nous, on va dire qu'on conseille quand même à nos clients de faire ce travail de passage de promotion à boîte mail principale pour des séquences d'emails qui sont stables, déjà, au vu du travail qu'il y a par template. Enfin, si on doit faire ça tous les jours, voilà, le budget va être aussi assez conséquent. Donc, on va dire que pour des onboarding, par exemple, ou pour des emails transactionnels qui vont être confirmation d'achat, confirmation de paiement, des choses qui doivent arriver en boîte mail principale, des newsletters plus importantes que d'autres, peut-être. On peut travailler sur ça aussi. Après, voilà, ce contenu est promotionnel. C'est pas la mort non plus de votre email qu'il arrive en promotion. Vous allez avoir quand même une bonne performance. Et voilà, c'est aussi une boîte mail qui est faite pour ça, quoi. Ouais, non, carrément, je comprends. Ça dépend en fait de ta stratégie marketing finalement, ce que tu veux en faire et ouais, carrément. Ouais. Ok, super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner j'ai marqué les 10 commandements de la délivrabilité par email, mais ça peut être les 5, les 6, les 7. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à respecter? Alors, je ne sais pas si ça en sera 10. Mais bon. Alors, à peu près, c'est on va dire que pour moi, une des premières choses à faire, c'est déjà choisir une infrastructure qui vous convienne. On a parlé d'IP dédié, on a parlé d'IP partagé. Comme je dis, ça peut être très détrimental d'être sur une IP dédiée en n'ayant pas les volumes ou pas la régularité. À l'inverse, être sur une IP partagée de mauvaise qualité, ça peut vouloir dire que vous allez avoir beaucoup de trafic qui va passer en spam. Donc choisissez bien une infrastructure de bonne qualité et qui corresponde à au type d'email que vous envoyez et à vos attentes. La deuxième chose, c'est authentifiez-vous. Il y a des protocoles d'authentification dans l'email. Imaginez que vous passez d'un pays à l'autre, pas dans l'Union européenne, mais à un pays étranger. Vous avez besoin de votre passeport, vous avez besoin d'un permis de conduire. Si vous n'avez pas ça, là, vous risquez de retourner chez vous. C'est la même chose pour les emails. C'est-à-dire que si votre email n'est pas authentifié comme étant sortant de votre serveur et en étant bien un de vos emails, il va arriver en spam très souvent. Donc, ces protocoles d'authentification sont assez simples à mettre en place. Mettez-les en place pour avoir une bonne délivrabilité, ne pas arriver en spam. Et ça n'a pas de rapport avec la boîte mail promotion sur ce coup-là. L'authentification, c'est tout ce qui est DKIM, DMARC, les SPF et tout ce qui est DNS, quoi. Voilà, c'est en général des choses à mettre dans son DNS, effectivement. Donc, l'authentification SPF qui va vous permettre de dire quel est le serveur qui est autorisé ou pas, qui sont les serveurs autorisés à envoyer des mails de votre part. On va avoir la DKIM qui va être en fait une sorte de clé qui va vous permettre de dire oui, je suis bien le propriétaire entre guillemets de ce domaine-là et j'utilise Sendinblue, Mailchimp et du coup la clé entre guillemets match ce que j'ai dans mon DNS. On va avoir tout ce qui est bonne pratique d'acquisition à mettre en place aussi. Pardon, c'était pas sur les authentifications. Je vais passer à l'autre item, mais ouais. Et la démarque qui va être du coup plutôt en fait un protocole de sécurité pour éviter toutes les attaques de spoofing et des choses comme ça sur votre domaine. Ok. Donc ça, c'est les authentifications DNS qui sont très importantes à mettre en place. Voilà, donc du coup, pour continuer sur la petite checklist de délivrabilité, mettez en place les bonnes pratiques d'acquisition. Tout ce qui est mettre en place un opt-in, par exemple, qui soit clair. Donc, c'est-à-dire que quand la personne s'inscrit sur votre newsletter, elle sache
qu'est-ce qu'elle va au final pouvoir attendre de son inscription, quel type d'email est-ce qu'elle va recevoir, combien d'emails est-ce qu'elle va recevoir. Donc soyez transparent et au final vous aurez une meilleure délivrabilité. Voilà. Évitez bien sûr l'achat de listes, passer des listes entre entreprises ou des choses comme ça marche pas. Ensuite, mettez en place les bonnes pratiques en termes de comportement. Par exemple, éviter que les gens qui demandent à être désinscrits soient bien désinscrits, sinon vous allez avoir beaucoup de reports en spam. Évitez d'envoyer des emails à des boîtes mail qui n'existent pas. C'est quand même un signal assez fort aussi, le filtre spam, que vous n'êtes pas du tout en contrôle de ce que vous faites. Maintenez des taux d'ouverture qui soient décents. Évitez d'envoyer des emails à des gens qui n'ont pas ouvert votre email depuis 2 ans. Ça sert à rien. Ils vont pas ouvrir votre email magiquement la semaine prochaine, quoi. Mettez en place les bonnes pratiques en termes de comportement. Surveillez vos stats quand même. Toujours mieux, plus vous avez d'informations, plus vous savez où est-ce que vous êtes. Et puis, on va dire en dernier, un petit peu éviter ces grosses erreurs de contenu, parce qu'en 2022, il faut garder à l'esprit que c'est plus ce que les gens font avec votre contenu que ce que vous envoyez qui va compter. Mais il y a quand même quelques quick wins à mettre en place. Donc, par exemple, évitez les images qui sont énormes, optimisez vos images, mettez en place un lien de désinscription, sinon vous allez avoir beaucoup de reports en spam. Ne mettez pas des liens de qualité douteuse qui redirigent vers des sites bizarres. Tous vos liens doivent bien sûr être en HTTPS, pardon, pas en HTTP, donc avec une sécurisation du lien. Essayez d'aligner les liens que vous utilisez pour le tracking, donc pour votre tracking de clics, avec le domaine de signature, justement de la signature d'Ekim, pour que vous évitiez d'avoir, par exemple, des liens qui traînent dans votre email qui n'ont rien à voir avec vous ou avec les sites que vous mettez sur votre email. Donc voilà, ce serait un peu les 10 commandements, qui au final ne sont pas vraiment 10, mais c'est ça non, à peu près. je recommande. Non, mais c'est intéressant parce que c'est des pratiques, finalement, même si tu connais pas grand-chose à la délivrabilité, si tu fais attention à ce que tu as dit, il y a quand même des grandes chances que tu t'en sortes pas trop mal. Donc, non, c'est super intéressant. Du coup, moi j'avais une question aussi, est-ce que tu aurais une étude de cas à nous partager sur ce que tu as fait pour un client, par exemple t'es arrivé, il se passait ça, t'as fait ça, et en résultat, il s'est passé ça, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Sur du e-commerce, on peut parler d'un de nos clients qui s'appelle Paint Your Life. Donc, c'est une entreprise qui vend des peintures faites sur mesure que vous pouvez uploader des photos, vous pouvez uploader des scènes, et en fait, vous allez avoir un artiste qui va vous faire une peinture et derrière, ils vont vous l'envoyer. Donc, il y a, comme tous les e-commerce, on va dire qu'il a toutes les notifications, achat, panier abandonné, pardon. Je ne fais pas beaucoup de marketing au final, je suis plutôt sur le côté délivrabilité, donc les noms des séquences, j'ai un peu de mal encore. Mais voilà, toutes les confirmations de paiement, je sais pas, les points que vous pouvez avoir, les trucs fidélité, les choses comme ça, les propositions de produits qui peuvent être identiques. Donc pour vous donner un petit peu en chiffres, c'est quelqu'un qu'on voit après 50 millions d'emails par mois. Ils avaient un taux d'ouverture de 10% quand on est arrivé. Leur principal problème, c'était la gestion de leur base de données. Ils envoyaient à des utilisateurs qui n'avaient pas ouvert depuis très très longtemps. Ils avaient beaucoup d'emails invalides sur lesquels ils continuaient à envoyer. Ils avaient, on va dire, des pratiques d'acquisition dans le passé qui n'étaient pas complètement optimales. Donc certains de leurs emails étaient des spam traps, pour ne pas les mentionner. Donc des pièges qui ont été mis en place par les filtres spam pour justement surveiller un petit peu qui email quoi. Donc, on a mis en place les bonnes pratiques en termes de gestion de la base de données et des comportements. Ils avaient aussi beaucoup trop d'IP. Ils avaient un peu appliqué la politique du genre plus d'IP, du coup, normalement, on peut envoyer plus d'emails. Mais ce qui était complètement faux, une IP peut envoyer 50 millions d'emails ou 100 millions d'emails par jour. Donc, il n'avait pas besoin d'avoir des IP. On a réduit le nombre d'IP, on a mis en place un sous-domaine, on a refait un planning de chauffe de l'IP avec les ouvreurs récents. Et voilà, 3-4 mois, une fois après, il était de retour à 50 millions d'emails par jour, mais avec 30-35% d'ouverture. Donc du coup, donc ça c'est sur ses emails manuels, 30-35%. Bien sûr qu'il avait
il avait des flows et des automations qui étaient bien au-dessus. Donc, au final, voilà, il est toujours très content et ses revenus ont pu multiplier par 3 ou 4 grâce à l'amélioration de la délivrabilité. Donc, voilà, peut-être une étude de cas assez parlante euh, des différences qu'on peut mettre en place, quoi. Ouais, ouais, non, non, c'est clair que si tes mails sont plus ouverts, forcément ils sont plus vus, et s'ils sont plus vus, ils sont plus cliqués, et c'est logique, c'est logique. Mais du coup, tu dis que ce client était sans arrêt en spam, ou est-ce que des fois il arrivait à faire de la promotion, ou comment il se situait? Avec 10% d'ouverture, il était quand même à 80% en spam. Certains de ces emails un peu plus transactionnels pouvaient arriver en boîte mail principale. Euh, Après, là où ils arrivaient en boîte mail principale, c'était un peu la roulette russe. Ok. Et du coup, ouais, c'est un élément ultra important de son business. Enfin, l'email, c'est pour lui quelque chose d'ultra important et comme beaucoup de boîtes à l'heure qu'il est. Donc, faire un petit tweak là-dessus et repasser, enfin, être beaucoup plus visible derrière, c'est vrai que tes chiffres derrière, ils explosent. C'est logique. C'est logique. J'arrive sur la fin de mes questions. Si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 3 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? D'éviter de créer, on va dire, des pratiques à l'intérieur du business qui soient des pratiques long terme. Voilà, Ok. d'éviter faire quelque chose qui va pas être réplicable correctement. Voilà, dès qu'on commence quelque chose, on met en place des procédures, on met en place des retours d'expérience sur ça et on améliore vraiment la qualité du service parce que bon, dans notre business, dans tous les cas, c'est un business sur lequel on ne peut pas vraiment mentir parce que on a toutes ces statistiques qui sont disponibles. Donc, on est jugé vraiment à l'augmentation de ces statistiques. Donc, ma priorité numéro un, c'est de mettre en place des bonnes pratiques à l'intérieur de mes équipes qui leur permettent d'être extrêmement efficaces et de faire du bon travail en termes de consulting. Donc, au début, c'était moi qui faisais ça tout seul, donc j'avais pas forcément les procédures et j'avais pas forcément cette vision, on va dire, de toujours mettre en place un process un peu répétitif et qui Ouais. soit euh, safe. Ok. Ok. Trop bien. Et du coup, ma dernière question, c'est où est-ce que tu vois MailSource dans 3 ans, idéalement? J'aimerais qu'on puisse aider plus d'entreprises. Je trouve que tous les cas sur lesquels on travaille sont toujours très intéressants. J'ai la chance d'avoir un travail qui je trouvais assez passionnant parce que on fait beaucoup d'investigations, on travaille avec beaucoup de données, on travaille avec des belles entreprises. Donc voilà, je veux qu'on continue à exceller dans ce qu'on fait et je veux on va dire on a un peu une mission, c'est le fait de rendre la délivrabilité un petit peu plus accessible que ce qu'elle était dans le passé. On va dire qu'il y a encore dizaines d'années, c'était un peu le domaine réservé des grosses entreprises. Les grosses entreprises font toujours beaucoup de délivrabilité, mais voilà, on l'a vu avec le Covid, maintenant tous les petites et moyennes entreprises ont besoin d'avoir un système d'emailing qui soit fiable et sur lequel ils puissent se reposer si besoin. Donc notre mission, c'est vraiment voilà, de pouvoir continuer d'aider ces PME dans le monde entier et de prendre du plaisir. Ok, trop bien, super intéressant. Moi, je suis aligné avec toi, je suis aligné. Ok, où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite augmenter sa délivrabilité? T'as un site web, t'as quelque chose? Sur mon site internet, ouais, mailsort.com, Ouais, SOAR.com, ou alors sur LinkedIn, Pierre Pignot, quoi. trop bien. Je mettrai tout ça dans la description. Ok, eh ben écoute, en tout cas, c'était ultra intéressant. On aurait pu continuer pendant 2 heures, je pense. Moi, j'avais encore plein de questions, mais tu repasseras. Tu repasseras. Bah, pour faire un épisode, ouais. Ouais, super. Écoute, Pierre, merci beaucoup en tout cas. C'était top et à plus. Je t'en prie. Ciao, ciao. Ouais, bye Steve.